Pete Hegsth venait tout juste de terminer son discours quand la réaction s'est inversée. Non pas de la part des critiques, mais de celle des alliés de l'OTAN. En quelques minutes, des déclarations ont commencé à arriver et elles ne correspondaient pas du tout à son message. Ce qu'il présentait comme une force, il l'appelait quelque chose de très différent. Et enfoui dans ses réponses, se trouve une ligne directe d'un officiel de l'OTAN qui contredit complètement son discours. Laissez-moi vous donner l'image complète de ce que Pete Hegsth a dit au Pentagone vendredi. Le secrétaire à la guerre Pete Hegsth a critiqué les soi-disant alliés de l'Amérique lors d'une conférence de presse sur le cessez-le-feu en cours et les négociations avec l'Iran, annonçant que le temps de la passivité est révolu. Son message principal était celui-ci. Ce ne devrait pas être le combat de l'Amérique seule. Le secrétaire à la guerre a déclaré « Nous utilisons à peine le détroit d'Ormuz en tant que pays. Notre énergie ne transite pas par là, et nous avons beaucoup d'énergie. Maintenant, laissez-moi décoder cela pour vous. Le détroit d'Ormuz, c'est une voie navigable étroite entre l'Iran et la péninsule arabique. C'est comme un goulot d'étranglement. Tout le pétrole et le gaz des pays du Golfe Persique doit passer par ce petit passage pour atteindre le reste du monde. Jusqu'à la guerre USA-israélienne contre l'Iran, le détroit d'Ormuz était ouvert et environ 25% du commerce mondial du pétrole maritime et 20% du gaz naturel liquéfié mondial y transitaient. L'argument de Hegsth est simple. L'Amérique produit sa propre énergie. Le pétrole américain ne navigue pas par ce détroit. Alors pourquoi l'Amérique devrait-elle être la seule à se battre pour le maintenir ouvert? Il est allé plus loin. Il a dit « Nous ne comptons pas sur l'Europe, mais ils ont besoin du détroit d'Ormuz beaucoup plus que nous et pourraient vouloir commencer à moins parler et à avoir moins de conférences sophistiquées en Europe et à monter dans un bateau. » Il a également rejeté l'effort multinational organisé par le Royaume-Uni et la France. J'appellerais cela une conférence stupide en Europe la semaine dernière où ils se sont réunis pour parler de peut-être faire quelque chose éventuellement, a dit Hegsth. Maintenant, ce type de langage est extrêmement inhabituel dans le monde de la diplomatie. On n'appelle pas la planification militaire coordonnée de ses alliés une conférence stupide. Mais Hegsth n'a clairement pas eu d'importance et il a doublé la mise. Hegsth a caractérisé les plans des alliés de l'OTAN comme des efforts non sérieux en disant « Nous accueillerions favorablement un effort européen sérieux pour faire quelque chose concernant le détroit, considérant que ce sont leurs capacités énergétiques qui sont les plus menacées. » C'est la position de l'administration Trump en résumé. Nous avons commencé cette guerre. Nous la combattons. Mais vous devriez être ici pour nous aider, surtout puisque vous avez besoin de ce détroit plus que nous. Et si vous n'aidez pas, il y aura des conséquences. Et ces conséquences ne sont pas théoriques. Le même jour où Hegsth a prononcé ce discours, un rapport choc de Reuters a révélé qu'un email avait circulé au sein du département de la Défense des États-Unis, énumérant les mesures potentielles que Washington pourrait prendre contre les alliés de l'OTAN. Il croit ne pas avoir suffisamment soutenu sa guerre contre l'Iran, comme l'Espagne et le Royaume-Uni. Laissez-moi détailler ce que cet email contient. L'email interne envisage des options telles que la suspension de l'Espagne de l'OTAN et la réévaluation de la position de Washington sur les îles Malouines britanniques, également revendiquées par l'Argentine. Pensez-y une seconde. Les États-Unis, le pays qui a contribué à construire l'OTAN, discutent maintenant en interne de l'expulsion d'un membre et menacent de saper la souveraineté territoriale du Royaume-Uni sur les Malouines. Il s'agit d'îles sur lesquelles la Grande-Bretagne a littéralement combattu une guerre en 1982. L'email, qui allègue un sentiment de droit de la part des Européens, est destiné à être un signal aux partenaires de l'OTAN. L'email stipulait que l'accès aux bases et les droits de survol, connus simplement comme le strict minimum pour l'OTAN. En d'autres termes, le Pentagone dit « Si vous êtes dans l'OTAN, le minimum absolu que vous devriez faire est de nous laisser survoler votre pays et utiliser vos bases quand nous sommes en guerre. » Et certains alliés n'ont même pas fait cela. L'Espagne s'est catégoriquement opposée à la guerre, la jugeant illégale et refusant de permettre aux États-Unis d'utiliser ses propres bases sur le territoire espagnol, et cela a fait de l'Espagne la cible principale. L'option de suspendre l'Espagne de l'Alliance aurait un effet limité sur les opérations militaires américaines, mais un impact symbolique important, soutient l'email. Donc, le Pentagone sait que l'expulsion de l'Espagne n'aide pas réellement l'Amérique militairement.
C'est une question d'envoyer un message. C'est une question de punition, et c'est pire pour le Royaume-Uni. Trump a qualifié le Premier ministre britannique Starmer de non-Winston Churchill et s'est moqué des porte-avions britanniques en les appelant des jouets, tout en condamnant ce qu'il considère comme un soutien insuffisant. Initialement, le Royaume-Uni n'avait pas autorisé les avions américains à lancer des attaques contre l'Iran depuis 2 bases britanniques. Starmer a ensuite autorisé leur utilisation pour ce qu'il a appelé des objectifs défensifs. Donc, même le Royaume-Uni, l'allié militaire le plus proche de l'Amérique, la soi-disant relation spéciale, est menacé de conséquences. C'est extraordinaire. La porte-parole du Pentagone Kingsley Wilson n'a nié aucune de ces informations. Elle a répondu « Comme le président Trump l'a dit, malgré tout ce que les États-Unis ont fait pour nos alliés de l'OTAN, ils n'étaient pas là pour nous. » Le département de la guerre s'assurera que le président a des options crédibles pour faire en sorte que nos alliés ne soient plus un tigre en papier et fassent plutôt leur part. Maintenant, gardez cette phrase à l'esprit, tigre en papier. C'est une phrase que Trump utilise beaucoup et c'est important en raison de la direction que tout cela prend. Je vais connecter les points sur cela dans un instant. Voici où cela devient vraiment intéressant parce que l'Europe n'a pas du tout reculé. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rejeté les rapports selon lesquels les États-Unis étudieraient l'idée de suspendre l'Espagne de l'alliance de l'OTAN. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'email divulgué lors du sommet de l'UE à Chypre, Sánchez a déclaré « Nous ne travaillons pas avec des emails. Nous travaillons avec des documents officiels et les positions prises dans ce cas par le gouvernement des États-Unis. » Il a ensuite réaffirmé l'opposition de l'Espagne à la guerre contre l'Iran, en ajoutant « La position du gouvernement de l'Espagne est claire. Une collaboration absolue avec les alliés, mais toujours dans le cadre de la légalité internationale. » Traduction, nous ne nous laisserons pas intimider. Nous sommes une nation souveraine. Nous suivons le droit international. Et un email divulgué d'un officiel du Pentagone ne change pas notre position. Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que l'adhésion de l'Espagne à l'alliance militaire n'était pas en question, déclarant « L'Espagne est membre de l'OTAN et je ne vois aucune raison pour que cela change. » Un porte-parole du Premier ministre britannique, Keir Starmer, a riposté en disant que la position du Royaume-Uni sur les îles Malouines est inchangée. La souveraineté repose avec le Royaume-Uni et le droit à l'autodétermination des îles est primordial. C'est notre position constante et ce sera le cas. La première ministre italienne Giorgia Meloni, qui assistait à la même réunion du sommet de l'UE à Chypre, a appelé l'OTAN une source de force et a déclaré « Nous devons travailler pour renforcer le pilier européen de l'OTAN qui doit clairement compléter celui américain. » Faites maintenant attention au cadrage de Meloni. Elle n'a pas attaqué les États-Unis. Elle n'a même pas critiqué directement Ext, mais elle a utilisé le mot compléter. C'est un mot très spécifique en géopolitique. Cela signifie que nous construisons quelque chose qui peut se tenir à côté de vous ou, si nécessaire, se tenir sans vous. Et cela m'amène à ce qui est peut-être le développement le plus important de tout cela. Celui sur lequel très peu de commentateurs parlent. Tandis que Extet était au pupitre du Pentagone exigeant la loyauté, les dirigeants européens se réunissaient tranquillement à Chypre en faisant quelque chose de bien plus important. Les dirigeants de l'UE se réunissaient à Chypre pour un sommet informel. Et au menu se trouvait l'article 42-7 des traités de l'UE, une clause d'assistance mutuelle qui pourrait un jour remplacer l'article 5 de l'OTAN, ce qui signifierait que tous les pays doivent s'assister les uns les autres en cas d'attaque. Laissez-moi expliquer cela rapidement. L'OTAN a l'article 5, la célèbre clause « Une attaque contre l'un est une attaque contre tous ». C'est le fondement de l'Alliance. L'UE a sa propre version. L'article 42.7 qui stipule que si un État membre de l'UE est attaqué, les autres membres de l'UE doivent l'aider. Le problème est que la clause oblige les pays à venir en aide à un État membre s'il est attaqué. Mais les officiers disent qu'il n'y a actuellement aucune règle claire sur la façon dont elle devrait fonctionner dans la pratique. Donc, pendant des décennies, l'article 42.7 était plutôt un geste symbolique qu'un véritable engagement militaire. Mais maintenant, avec Trump menaçant de se retirer de l'OTAN, avec le Pentagone dressant des listes de punitions, avec Ext appelant la diplomatie européenne stupide, l'Europe devient soudainement très sérieuse à propos de rendre cette clause réelle.
la Commission européenne a annoncé la préparation d'un plan directeur complet pour opérationnaliser l'article 42.7 du traité de l'UE. À une époque où Donald Trump remet constamment en question l'avenir de l'OTAN, le service diplomatique de l'UE élabore un manuel pour aider les pays à savoir quand et comment ils peuvent déclencher la clause d'assistance mutuelle du bloc. La représentante de haut niveau de l'UE, Kaja Kallas, a catégoriquement rejeté l'idée que ces articles entrent en conflit, affirmant que l'existence d'un pilier de défense européen fort au sein de l'OTAN rend l'alliance plus robuste. Mais soyons honnêtes sur ce qui se passe ici. L'Europe se couvre. Ils construisent un plan B. Si les États-Unis se retirent de l'OTAN ou simplement rendent l'OTAN dysfonctionnelle par ce type d'attaque interne, l'Europe veut s'assurer qu'elle a une solution de secours. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a souligné que l'UE devrait renforcer sa propre clause de défense mutuelle de l'article 42.7 comme étape nécessaire pour devenir une véritable alliance capable de se tenir sur ses propres pieds, en particulier face à l'agression russe potentielle. L'ancien secrétaire général de l'OTAN Anders Fogh Rasmussen a déclaré « Je pense que nous, en Europe, devons être en mesure de nous tenir sur nos propres pieds. C'est un changement historique. » Pendant 76 ans, la sécurité européenne s'est appuyée sur une hypothèse. L'Amérique serait toujours là. Cette hypothèse se craquelle. Et les conséquences économiques de cette fissure sont énormes. Restez avec moi. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi tout cela vous concerne, vos investissements et l'économie mondiale. Parce que tandis que les politiciens se disputent à propos de la loyauté et des alliances, le monde réel souffre d'une crise énergétique qui est comparée au choc pétrolier des années 1970. La crise du carburant de la guerre contre l'Iran 2026 est une crise mondiale du carburant en cours. La fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel passe environ 20% du commerce mondial du pétrole, et les attaques contre les infrastructures énergétiques en Iran et dans plusieurs pays du Conseil de coopération du Golfe ont entraîné une importante perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole. La perturbation a entraîné une augmentation des prix mondiaux du pétrole et a causé des pénuries de carburant dans les pays qui importaient la plupart de leur carburant de la région du Golfe Persique. La guerre contre l'Iran 2026 a conduit à ce que l'Agence internationale de l'énergie a caractérisé comme la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. Volatilité des devises, inflation et risques élevés de stagflation et de récession. Maintenant, parlons des chiffres, parce que les chiffres sont stupéfiants. Les prix du pétrole brut physique ont bondi à des niveaux records proches de $150 le baril, bien au-dessus des prix des marchés à terme. L'approvisionnement en pétrole mondial a plongé de 10,1 millions de barils par jour à 97 millions de barils par jour en mars. Les flux de pétrole brut et de produits pétroliers à travers le détroit d'Ormuz ont chuté d'environ 20 millions de barils par jour avant la guerre à un peu plus de 2 millions de barils par jour en mars. C'est une baisse de 90% au point d'étranglement énergétique le plus critique de la planète. La fermeture de facto du détroit d'Ormuz et les dommages aux infrastructures régionales ont produit la plus grande perturbation du marché pétrolier mondial de l'histoire, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et ce n'est pas seulement le pétrole, la perturbation a réduit les approvisionnements en gaz de Qatar et des Émirats arabes unis de plus de 300 millions de mètres cubes par jour depuis le 1er mars. Cela se traduit par une perte de plus de 2 milliards de mètres cubes d'approvisionnement en gaz chaque semaine. L'usine GNL de Ras Laffan au Qatar, la plus grande au monde, a été endommagée. Qatar Energy a déclaré la force majeure sur certains contrats après avoir mis hors ligne 17% de la production, le rétablissement devant prendre jusqu'à 5 ans. 5 ans. Ce n'est pas une perturbation à court terme. C'est un changement structurel des marchés énergétiques mondiaux. Et qui le ressent le plus? Pas les États-Unis. Les grands importateurs d'énergie en Asie et en Europe supportent le poids des coûts de carburant et d'intrants plus élevés. Environ 25 à 30% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié passent par le détroit d'Ormuz, alimentant la demande non seulement en Asie, mais aussi dans certaines parties de l'Europe. L'Europe a commencé 2026 avec des niveaux de stockage de gaz beaucoup plus bas que les années récentes. 46 milliards de m3 à la fin février 2026,
par rapport à 60 milliards de mètres cubes en 2025 et 77 milliards de mètres cubes en 2024. L'Europe était déjà plus vulnérable qu'à tout moment depuis la crise énergétique de 2022, causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ensuite, cette guerre s'est produite. Les aéroports européens ont commencé à imposer des restrictions sur le ravitaillement en carburant, en raison d'une pénurie de carburant pour avions, et les compagnies aériennes ont proactivement annulé des vols. En Italie, 4 aéroports ont placé des restrictions sur le carburant pour avions. Le PDG de Shell a averti que l'Europe pourrait faire face à des pénuries de carburant d'ici avril. La chaîne de supermarchés britannique Asda a averti qu'elle faisait déjà face à des pénuries de carburant à ses stations-service. Le 31 mars 2026, les prix du gaz ont atteint 4 $ le gallon aux États-Unis, car la guerre avec l'Iran a provoqué une augmentation de 30% des prix du gaz, et aux États-Unis, les prix du gaz à plus de 6 $ étaient affichés aux stations Shell en Californie. Donc, quand Eggstad dit que notre énergie ne transite pas par là et que nous avons beaucoup d'énergie, c'est techniquement vrai en termes d'importation de pétrole brut, mais c'est profondément trompeur. Bien qu'il soit vrai que les États-Unis n'importent qu'une petite quantité de pétrole à travers le détroit d'Ormuz, l'armement du détroit par l'Iran blesse les Américains à la maison, sous la forme de prix élevés de l'énergie. Parce que le marché pétrolier est mondial, c'est un point critique que les gens oublient. Le pétrole est tarifé sur un marché mondial. Quand l'approvisionnement baisse n'importe où, les prix montent partout. Vous pouvez produire tout le pétrole que vous voulez au pays, et les États-Unis en produisent beaucoup. Mais si l'approvisionnement mondial baisse de 10 millions de barils par jour, le prix à la pompe au Texas monte aussi. C'est comme les marchés de matières premières fonctionnent. C'est ce qui fait que le discours de Hegsth semble creux pour beaucoup d'analystes et d'alliés. Les États-Unis, avec Israël, ont lancé la guerre contre l'Iran le 28 février. Bien que l'Amérique ait initié cette guerre avec Israël, Hegsth a repris les appels antérieurs de Trump aux alliés européens de se débrouiller seuls. Pensez à la logique ici. Vous commencez une guerre. Cette guerre ferme le détroit d'Ormuz. Cette fermeture provoque une crise énergétique mondiale. Ensuite, vous vous tournez vers vos alliés et dites « Hey, c'est plus votre problème que le nôtre. Montez dans un bateau. » C'est la tension fondamentale. La guerre contre l'Iran 2026 a fonctionné comme un moment critique pour la sécurité européenne, démontrant la dépendance continue de l'Europe au leadership stratégique américain, ainsi que révélant l'exclusion de l'Europe de la prise de décision militaire de haut niveau des États-Unis. La guerre a également confirmé une asymétrie. L'Europe supporte les conséquences des excès d'autres puissances sans nécessairement façonner ou bénéficier des résultats. Les membres de l'OTAN et les alliés de l'UE n'auraient apparemment pas été consultés à l'avance concernant les frappes, plusieurs gouvernements de l'UE semblant réagir après coup, plutôt que de participer à la planification avant les frappes. L'Europe n'a donc pas été consultée avant la guerre. L'Europe souffre maintenant de la retombée économique et maintenant on dit à l'Europe qu'elle ne fait pas assez. Vous pouvez voir pourquoi les alliés ripostent. La Grande-Bretagne, la France et d'autres disent que rejoindre le blocus naval américain équivaudrait à entrer en guerre, mais qu'ils seraient disposés à aider à maintenir le détroit ouvert une fois qu'il y aurait un cessez-le-feu durable ou que le conflit prendrait fin. C'est une position raisonnable. Les nations européennes disent « Nous n'allons pas combattre votre guerre, mais quand les tirs cesseront, nous aiderons à sécuriser le détroit. » Hegsth appelle cela une conférence stupide. Les Européens l'appellent une diplomatie responsable. Mais voici ce qui rend cela encore plus préoccupant d'un point de vue géopolitique. Il ne s'agit pas seulement du détroit d'Ormuz. L'administration Trump a construit un cadre de récompense des alliés loyaux et de punition des déloyaux. Depuis que Hegsth l'a décrit pour la première fois il y a des mois, il a décrit une approche générale en décembre. Les alliés exemplaires tels qu'Israël, la Corée du Sud, la Pologne, de plus en plus l'Allemagne, les pays baltes et d'autres jouiront de notre faveur spéciale. Ceux qui ne remplissent pas leur part dans la défense collective feront face à des conséquences. Selon un diplomate, la liste discutée reflète précisément cette logique. La Maison-Blanche a une sorte de liste des bons et des mauvais. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour les flux d'investissements mondiaux, les relations commerciales, les marchés des devises.
Si vous êtes un pays sur la liste noire, vous faites potentiellement face à des restrictions commerciales, à l'abandon militaire et à l'isolement diplomatique de la plus grande économie du monde. Trump a averti en mars, l'Espagne a été terrible. J'ai dit à Scott Besson de couper tous les rapports avec l'Espagne. Nous allons couper tout le commerce avec l'Espagne. Couper tout le commerce avec un allié de l'OTAN, un membre de l'Union européenne, la 14e plus grande économie du monde. Ce n'est pas un comportement normal entre alliés. C'est le type de langage que vous utilisez avec les adversaires. Trump a vivement critiqué les alliés de l'OTAN pour ne pas avoir envoyé leur marine pour aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. Il a également déclaré qu'il envisage de se retirer de l'alliance. Ne le feriez-vous pas si vous étiez moi ? Trump a demandé à Reuters lors d'une interview du 1er avril en réponse à une question sur la possibilité que les États-Unis se retirent de l'OTAN. Maintenant, au milieu de tout ce chaos, il y a une nouvelle potentiellement bonne. Un cessez-le-feu temporaire a été convenu entre les États-Unis, l'Iran et Israël, posant les attaques pendant environ 2 semaines, tandis que l'Iran réouvre le détroit d'Ormuz, et les négociations se poursuivent vers un accord à plus long terme. Mais soyons clairs sur ce que ce cessez-le-feu signifie et ce qu'il ne signifie pas. L'annonce la semaine dernière d'un cessez-le-feu de 2 semaines a fourni un répit bienvenu aux marchés pétroliers mondiaux. Cependant, il reste à savoir si le cessez-le-feu aboutira à une paix durable et à un retour au flux d'expéditions régulier à travers le détroit d'Ormuz. Même après que l'Iran et les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu le 8 avril, le trafic des navires à travers le détroit d'Ormuz est resté bien en dessous des niveaux d'avant la guerre. Et même si un accord est conclu, l'approvisionnement reste limité après que plus de 40 actifs énergétiques dans la région aient été gravement endommagés. Même après un accord de paix, les réparations pourraient prendre des mois ou des années, maintenant l'approvisionnement limité et les prix élevés. Les dommages à l'infrastructure énergétique mondiale sont physiques. Vous ne pouvez pas négocier votre chemin hors d'une usine GNL bombardée. Ces réparations prennent des années, et cela signifie que le choc des prix de l'énergie durera bien plus longtemps que la guerre elle-même. Reprendre les flux à travers le détroit d'Ormuz reste la variable la plus importante pour atténuer la pression sur l'approvisionnement énergétique, les prix et l'économie mondiale. Laissez-moi prendre du recul et vous donner l'image plus grande car ce qui se passe ici n'est pas seulement une querelle entre Est et certains dirigeants européens. C'est une fracture structurelle dans l'Alliance occidentale qui a maintenu l'ordre mondial ensemble depuis 1949. La guerre USA-israélienne avec l'Iran a soulevé de sérieuses questions sur l'avenir du bloc vieux de 76 ans et provoqué une préoccupation sans précédent que les États-Unis ne viennent à l'aide des alliés européens s'ils étaient attaqués. La simple idée d'une sortie américaine érode la confiance, la cohésion et la crédibilité de la défense collective. Aria Dioya, conférencière en droit américain à l'université Birmingham City, a déclaré à Time. Et le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a décrit le débat sur les dépenses de défense comme un faux débat et a averti que l'avenir de l'OTAN lui-même est maintenant en question. Dire que c'est la plus grande et la plus robuste alliance de l'histoire est vrai, historiquement parlant. Mais la vraie question est, sera-ce toujours le cas dans 10 ou 15 ans ? A dit Lecornu, ministre français de la Défense demandant ouvertement si l'OTAN existera même dans 15 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'un officiel occidental senior aurait dit il y a ne serait-ce que 2 ans. Le monde change rapidement. Maintenant, laissez-moi ramener cela à la maison. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous ? Premièrement, les prix de l'énergie. Si vous investissez dans l'énergie, vous savez déjà que le secteur a été volatile. Mais le point clé est celui-ci. Même avec un cessez-le-feu, les dommages structurels aux infrastructures énergétiques du Moyen-Orient signifient que l'approvisionnement sera limité pendant des années. Le PDG de Vitol Russell Hardy a déclaré que 1 milliard de barils de production de pétrole seront perdus en raison de la guerre. C'est un énorme écart d'approvisionnement. Les actions énergétiques et les FNB énergétiques pourraient continuer à bénéficier de prix élevés. Deuxièmement, les dépenses de défense. L'Europe se réarme. Ce n'est pas une possibilité. C'est en train de se produire en ce moment. Les pays de l'UE se réarment également via un schéma de prêt à faible intérêt appelé SAFE lancé par Bruxelles pour renforcer les industries de défense. Les actions de défense européennes ont connu une belle envolée et cette tendance est susceptible de s'accélérer alors que les pays se précipitent pour atteindre des objectifs de dépenses plus élevés.
Troisièmement, le dollar et les bons du Trésor. Si l'OTAN se fracture, si le système d'alliance américain s'affaiblit, le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale pourrait faire face à une pression à long terme. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais plus les États-Unis s'isolent de ses partenaires traditionnels, plus les pays chercheront des alternatives. Quatrièmement, l'inflation. Le conflit a échoué la crise énergétique des années 1970 par des pénuries d'approvisionnement aiguës, la volatilité des devises, la stagflation et la récession. Des réductions des taux d'intérêt auraient dû être reportées ou inversement augmentées à la lumière d'une inflation plus élevée. Si vous comptiez sur la Réserve fédérale coupant les taux cette année, vous voudrez peut-être reconsidérer cela. Un choc énergétique de cette magnitude est intrinsèquement inflationniste. Cinquièmement, les prix alimentaires. C'est celui dont personne ne parle. Avec les expéditions d'engrais, dont environ 1/3 passent par le détroit d'Ormuz perturbé, les préoccupations concernant les prix alimentaires augmentent. L'interruption des approvisionnements en nutriments de culture en provenance du Golfe intervient juste au moment où la